En 1848, la France croit enfin tenir la clé de la démocratie. Le suffrage universel promet de donner la parole au peuple, la République semble réconcilier liberté et stabilité. Mais en quelques mois, à peine, cet espoir immense se transforme en désillusion. Pourquoi cette République, née au nom du peuple, n'a-t-elle pas réussi à s'imposer durablement? Et que révèle 1848 sur les fragilités profondes de la démocratie française? En 1848, la France entre dans l'une des périodes les plus décisives de son histoire politique. Plus d'un demi-siècle après la Révolution de 1789. Le pays n'a toujours pas trouvé de forme de régime capable de concilier durablement autorité, liberté et stabilité. Monarchie constitutionnelle, empire, restauration dynastique, monarchie libérale. Chaque expérience a tenté de répondre à cette équation complexe, sans jamais parvenir à l'équilibrer pleinement. Au milieu du XVIe siècle, la société française est profondément marquée par cette succession de régimes. Les élites politiques aspirent avant tout à l'ordre et à la prévisibilité institutionnelle, tandis qu'une partie croissante de la population réclame une participation plus directe à la vie publique. La monarchie de Juillet, installée depuis 1830, a cherché à se présenter comme un compromis raisonnable entre héritage monarchique et principes libéraux. Mais ce compromis repose sur une base étroite, le pouvoir politique demeure largement réservé à une minorité censitaire, laissant de côté la majorité de la population masculine adulte. Dans ce contexte, les tensions sociales et politiques ne cessent de s'accumuler. L'industrialisation progressive transforme les structures économiques, accentue les inégalités et fait émerger de nouvelles attentes sociales. Parallèlement, l'idée républicaine, longtemps associée au souvenir des violences révolutionnaires, commence à se redéfinir. Elle n'apparaît plus seulement comme une rupture radicale, mais comme une solution possible à l'instabilité chronique du pays. L'année 1848 s'inscrit ainsi dans un moment de bascule. En France comme dans une grande partie de l'Europe, les équilibres existants semblent fragiles, presque provisoires. Beaucoup espèrent qu'un changement de régime permettra enfin de stabiliser la vie politique tout en donnant une expression concrète au principe de souveraineté populaire. La proclamation de la Deuxième République ne naît donc pas seulement d'une crise immédiate, elle est le produit d'un long processus d'attente, de frustration et de projets inachevés. Au cœur de cette nouvelle expérience républicaine se trouve une promesse centrale, celle du suffrage universel masculin. Pour la première fois, la nation semble pouvoir se gouverner elle-même par la voix de ses citoyens. Cette promesse nourrit un immense espoir, mais elle porte aussi en elle des interrogations profondes. La démocratie, ainsi élargie, est-elle capable de produire l'unité politique que la France recherche depuis des décennies? C'est cette tension entre espérance démocratique et fragilité structurelle que l'année 1848 va révéler avec une force particulière. À la veille de 1848, la crise qui traverse la France ne peut être réduite à une simple succession de difficultés économiques ou à un mécontentement passager. Elle s'enracine dans une contradiction plus profonde, liée à la manière dont le pouvoir politique est organisé et perçu depuis plusieurs décennies. Le régime en place, la monarchie de Juillet, se présente comme une solution de compromis. Mais ce compromis repose sur des bases de plus en plus fragiles. Sur le plan institutionnel, le pouvoir demeure étroitement contrôlé par une minorité. Le suffrage censitaire limite la participation politique à ceux qui disposent d'un certain niveau de richesse, excluant de fait la majorité de la population masculine adulte. Cette restriction n'est pas seulement technique, elle traduit une conception précise de la société, dans laquelle la capacité à gouverner est associée à la propriété et à l'indépendance économique. Or, cette vision entre progressivement en décalage avec l'évolution sociale du pays. La France du milieu du XVIe siècle n'est plus celle de 1830. L'urbanisation progresse, le monde du travail se transforme, et une population ouvrière de plus en plus nombreuse fait l'expérience directe de la précarité. Sans disposer d'un accès réel à la représentation politique, ces groupes développent un sentiment d'exclusion durable. Cette frustration ne se traduit pas uniquement par des revendications matérielles, elle remet en cause la légitimité même d'un régime qui se dit libéral tout en limitant fortement l'expression politique. À cette tension sociale s'ajoute une impasse politique. La monarchie de Juillet, sous le règne de Louis-Philippe, a progressivement perdu sa capacité à incarner un projet collectif. Initialement présentée comme une monarchie nationale, elle apparaît de plus en plus comme le régime d'une élite restreinte, soucieuse de préserver l'ordre et la stabilité avant toute autre considération. Cette priorité accordée à l'ordre contribue à neutraliser les demandes de réforme, renforçant l'impression d'un système figé.
Par ailleurs, l'opposition politique elle-même est traversée par des divergences profondes. Les républicains ne forment pas un bloc homogène. Certains défendent une république strictement politique, fondée sur l'égalité devant la loi et les libertés publiques, tandis que d'autres associent indissociablement la République à des réformes sociales ambitieuses. Ces désaccords, encore latents avant 1848, rendent difficile l'émergence d'une alternative claire et unifiée au régime en place. Enfin, la dimension économique accentue les fragilités existantes. Les crises conjoncturelles des années 1840, marquées par des difficultés agricoles et industrielles, aggravent le malaise social. Elles ne constituent pas, à elles seules, la cause du basculement, mais elles accélèrent un processus déjà engagé. La détérioration des conditions de vie rend plus visible l'écart entre un système politique fermé et une société en mutation rapide. Ainsi, à l'approche de 1848, la France se trouve enfermée dans une situation paradoxale. Le régime refuse de s'ouvrir davantage par crainte de l'instabilité, tandis que la société, de plus en plus diverse et politisée, ne se reconnaît plus dans un pouvoir qu'elle juge distant. Cette tension, longtemps contenue, prépare le terrain d'une rupture qui dépasse largement le cadre d'une simple crise gouvernementale. La rupture de 1848 ne survient pas comme un événement isolé ou imprévisible. Elle constitue l'aboutissement d'un enchaînement de décisions politiques et de blocages institutionnels qui, progressivement, rendent toute réforme interne impossible. Ce basculement s'opère lorsque la tension accumulée rencontre un élément déclencheur précis, capable de transformer une crise latente en crise ouverte. Au cours des années 1846 et 1847, le régime de la monarchie de Juillet se montre de plus en plus fermé à toute évolution. Les demandes d'élargissement du corps électoral, portées par une partie de l'opposition libérale, sont systématiquement repoussées. Le pouvoir exécutif considère qu'une extension du suffrage mettrait en danger l'équilibre institutionnel et risquerait de raviver les excès révolutionnaires du passé. Cette attitude de refus contribue à radicaliser des revendications qui, à l'origine, demeuraient modérées. Dans ce contexte, la campagne dite des « banquets » prend une importance particulière. Ces réunions politiques, organisées à travers le pays, constituent un moyen légal de contourner l'interdiction des rassemblements politiques directs. Elles expriment moins un projet révolutionnaire qu'une volonté de réforme progressive, centrée sur la reconnaissance du droit à une participation politique plus large. Toutefois, en cherchant à interdire ces banquets, le pouvoir transforme un mouvement réformiste en symbole d'opposition frontale au régime. L'interdiction d'un banquet parisien en février 1848 agit comme un catalyseur. Elle cristallise des frustrations multiples, le sentiment d'exclusion politique, la lassitude face à l'immobilisme du régime, et la défiance croissante envers une monarchie perçue comme incapable d'entendre la société. Les journées qui suivent voient se multiplier les manifestations, initialement pacifiques, mais rapidement marquées par une perte de contrôle des autorités. Face à cette situation, le pouvoir hésite. Les réponses sont tardives, contradictoires, et donnent l'image d'un État désorienté. La tentative de maintenir l'ordre sans offrir de perspective politique crédible renforce la rupture entre gouvernants et gouvernés. La figure du roi, déjà fragilisée, ne parvient plus à incarner une autorité rassembleuse. La démission de responsables gouvernementaux, loin d'apaiser les tensions, accentue l'impression d'un effondrement imminent. En quelques jours, l'équilibre institutionnel s'effondre. La monarchie, privée de soutien populaire et incapable de proposer une issue réformatrice, abdique face à la pression de la rue. La proclamation de la République ne résulte donc pas d'un plan longuement préparé, mais d'un vide de pouvoir soudain, né de l'incapacité du régime à se transformer. Cette rupture marque un tournant fondamental. Elle ouvre une séquence nouvelle, dans laquelle l'espoir démocratique se mêle à l'incertitude. La République naissante apparaît à la fois comme une solution évidente et comme une expérience risquée, chargée de résoudre des contradictions que la monarchie n'a pas su surmonter. C'est désormais dans le déroulement concret de cette expérience que se jouera l'avenir politique du pays. La proclamation de la République en février 1848 ouvre une phase d'intense expérimentation politique. Dans l'urgence, un gouvernement provisoire est mis en place afin d'assurer la continuité de l'État et d'éviter le chaos. Cette transition rapide traduit à la fois l'enthousiasme suscité par la chute de la monarchie et la fragilité institutionnelle du nouveau régime, contraint d'agir sans
Cadre constitutionnel clairement établi. Dès les premières semaines, la République affirme ses principes fondateurs. Le suffrage universel masculin est proclamé, rompant définitivement avec le système censitaire. Cette décision constitue un acte politique majeur, elle transforme des millions de citoyens en électeurs et redéfinit le rapport entre l'État et la société. Parallèlement, le gouvernement provisoire adopte des mesures symboliques fortes, destinées à incarner la rupture avec l'ordre ancien et à répondre aux attentes populaires. Cependant, cette phase initiale révèle rapidement des tensions profondes. La République doit simultanément répondre à des aspirations politiques contradictoires. Pour une partie des républicains modérés, la priorité est de stabiliser les institutions et de garantir l'ordre public. Pour d'autres, notamment dans les milieux populaires urbains, la République ne peut être pleinement légitime que si elle s'accompagne de réformes sociales concrètes. Cette divergence se manifeste notamment autour de la question du travail et du rôle de l'État dans la régulation économique. Les élections organisées au suffrage universel constituent une étape décisive. Elles traduisent l'entrée effective du peuple dans la vie politique nationale, mais elles mettent également en lumière la diversité, voire l'hétérogénéité, des attentes sociales. Les résultats montrent que la France rurale, majoritaire, ne partage pas nécessairement les priorités des milieux révolutionnaires parisiens. L'Assemblée élue reflète davantage un désir de stabilité que de transformation radicale, créant un décalage entre les espoirs nés en février et la réalité politique issue des urnes. Ce décalage alimente une montée progressive des incompréhensions. Les décisions prises par l'Assemblée sont perçues, par une partie de la population, comme une trahison de l'idéal républicain. Inversement, les mouvements de contestation sociale inquiètent ceux qui redoutent un retour à l'instabilité révolutionnaire. La République se trouve ainsi prise dans une tension permanente entre légitimité démocratique et crainte du désordre. Dans ce climat incertain, le pouvoir exécutif cherche à renforcer son autorité. La fonction présidentielle, nouvellement créée, apparaît comme un moyen de rétablir une cohérence institutionnelle. L'élection du président de la République au suffrage universel renforce encore la centralité de cette fonction, tout en modifiant profondément l'équilibre des pouvoirs au sein du régime. Ainsi, loin de s'inscrire dans une progression linéaire, le déroulement de la Deuxième République est marqué par une succession d'ajustements, de compromis et de ruptures. Chaque avancée démocratique révèle de nouvelles fragilités. Et chaque tentative de stabilisation accentue certaines frustrations. La République vit, dès ses débuts, sous la pression constante de contradictions qu'elle peine à résoudre durablement. À mesure que la Deuxième République s'installe, ses limites apparaissent avec une clarté croissante. L'élargissement sans précédent de la participation politique, loin de produire une cohésion immédiate, met en évidence les fractures profondes de la société française. La démocratie, en donnant la parole à tous, révèle surtout l'absence d'un projet commun suffisamment partagé pour soutenir durablement le régime. Sur le plan politique, la République se heurte à une instabilité structurelle. L'équilibre entre l'Assemblée et le pouvoir exécutif demeure fragile. La légitimité issue du suffrage universel confère une autorité nouvelle aux institutions, mais elle ne suffit pas à prévenir les conflits de compétences et de vision. Les responsables politiques, élus dans un contexte de fortes attentes, doivent gouverner une société traversée par des peurs contradictoires, la peur du retour à l'autoritarisme, et celle d'une dérive révolutionnaire incontrôlée. Les tensions sociales constituent un autre facteur de fragilisation. Les espoirs suscités par 1848 ont nourri des attentes élevées en matière de justice sociale et de protection du travail. Lorsque l'État républicain se révèle incapable de répondre rapidement à ces demandes, la déception s'installe. Cette frustration n'entraîne pas seulement une opposition sociale, elle affaiblit la confiance dans le régime lui-même, perçu comme impuissant ou hésitant. Dans le même temps, une partie importante de la population aspire avant tout à la stabilité. Les troubles politiques et sociaux des premiers mois de la République renforcent l'idée qu'un pouvoir fort serait nécessaire pour garantir l'ordre et la sécurité. Cette aspiration ne s'oppose pas frontalement aux principes démocratiques, mais elle en modifie profondément l'interprétation. La liberté politique est de plus en plus subordonnée à la recherche d'un État capable d'imposer des décisions claires et efficaces. Cette évolution se traduit par une transformation progressive du rapport à la République.
Celle-ci n'est plus uniquement perçue comme un idéal émancipateur, mais comme un régime fragile, exposé aux crises et aux blocages. Les mécanismes démocratiques, conçus pour exprimer la volonté générale, deviennent le terrain d'affrontement permanent entre groupes aux intérêts divergents. La démocratie apparaît alors moins comme une solution définitive que comme une expérience incertaine, dont les résultats demeurent ambigus. Les crises successives que traverse la Deuxième République ne sont donc pas seulement conjoncturelles. Elles révèlent un problème plus profond, l'écart entre un principe politique ambitieux et les conditions sociales, économiques et culturelles nécessaires à sa mise en œuvre durable. En ce sens, l'échec progressif du régime ne peut être réduit à des erreurs ponctuelles ou à des choix individuels. Il s'inscrit dans une difficulté plus large à faire coexister, dans un même cadre institutionnel, des attentes démocratiques très différentes. Ainsi, à l'approche de sa disparition, la Deuxième République apparaît moins comme une parenthèse accidentelle que comme un moment de vérité. Elle met en lumière les défis que pose l'instauration du suffrage universel dans une société encore profondément divisée, et prépare le terrain d'une recomposition du pouvoir politique. L'expérience de 1848 occupe une place singulière dans l'histoire politique de la France. Elle ne peut être comprise ni comme une simple parenthèse révolutionnaire, ni comme un échec isolé. La Deuxième République constitue avant tout un moment d'apprentissage collectif, au cours duquel les principes démocratiques sont confrontés, pour la première fois à cette échelle, aux réalités sociales et institutionnelles du pays. Le suffrage universel masculin représente l'un des héritages les plus durables de cette période. Son instauration marque une rupture irréversible avec les systèmes politiques fondés sur la sélection sociale des électeurs. Toutefois, 1848 montre également que l'élargissement du droit de vote ne garantit ni l'unité politique ni la stabilité institutionnelle. La démocratie, ainsi conçue, ne produit pas spontanément le consensus, elle révèle au contraire la diversité des intérêts, des peurs et des attentes qui traversent la société française. La Deuxième République met aussi en lumière une tension persistante entre aspiration démocratique et recherche d'autorité. Face à l'instabilité et aux crises répétées, une partie croissante de la population accepte l'idée qu'un pouvoir fort puisse apparaître comme une solution légitime. Cette évolution ne signifie pas un rejet de la souveraineté populaire, mais une redéfinition de ses modalités d'exercice. Le désir d'ordre et de sécurité s'impose progressivement comme un critère central de légitimité politique. Dans la longue durée, 1848 contribue à façonner une culture politique marquée par l'alternance entre espérance et désillusion. La République cesse d'être perçue comme une formule idéale applicable en toutes circonstances, elle devient un régime exigeant, dépendant de conditions sociales, économiques et culturelles précises. Cette prise de conscience influencera durablement les expériences politiques ultérieures, en France comme ailleurs. Ainsi, loin de refermer définitivement la question démocratique, 1848 l'inscrit au cœur de l'histoire nationale. L'année ne livre pas une réponse définitive, mais un constat, la démocratie n'est ni une promesse automatique de stabilité, ni une simple construction juridique. Elle est un processus fragile, constamment soumis à l'épreuve du réel. En ce sens, la Deuxième République ne marque pas la fin d'un chemin, mais une étape décisive dans la compréhension française du pouvoir, de la représentation et de la souveraineté populaire.